lundi 19 mai. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se tenait du côté de Imola, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Comment ça va, Kevin Fontaine? Ciao Martin, come stai amico? Je vais bien, bien. Écoute, je me suis mis une note, puis je voulais pas Oui. oublier de t'en parler. Je viens de dire que tu es l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, mais Mhm. tu avais une bonne nouvelle aussi hein, pour les gens qui veulent non seulement se procurer le livre, il est toujours en vente, mais admettons qu'on reste dans certaines municipalités à travers le Québec, on est capable de se le procurer dans les bibliothèques maintenant. Oui, on peut se le procurer à la bibliothèque de la ville de Sainte-Sophie, où je demeure, et aussi à la ville de Mascouche. Donc, ces deux bibliothèques-là ont mon livre, La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Donc, si vous êtes en périphérie de ces deux villes-là, si vous habitez ces deux villes-là, ben, vous pouvez les retrouver à la bibliothèque municipale. Donc maintenant, si je me trompe pas, il y a quatre possibilités. Il y a une façon virtuelle. Il s'agit-tu encore le Mhm. livre de façon virtuelle? Ça se fait, ça? Absolument, oui, absolument. Ensuite, la deuxième façon, c'est se procurer une vraie version, une copie. Mhm. Copie, Papier, ouais, papier, copie, c'est si simple, une copie c'est simple. papier. C'est ça, avec peut s'en procurer une. Ou sinon, on peut déménager à la municipalité de Mascouche ou de Sainte-Sophie. C'est ça? Absolument. Directement t'acheter la copie, communiquer avec F1 Podcast, on va vous donner les informations. Ou sinon, vous pouvez aussi faire de la pression auprès de votre municipalité, votre bibliothèque, puis demander qu'on se procure le livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Donc, ceci dit, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est le fun que Mhm. le livre soit en mesure plus de gens sont capables de le lire puis tomber là-dessus lors d'une promenade à la bibliothèque. C'est toujours le fun. Avant qu'on commence sur notre super week-end de course qui a été très excitant, je dirais du début à la fin, Imola, ça n'a pas toujours été, tu sais, on sait jamais à quoi s'attendre. On le disait au cours de la semaine dernière, à toutes les fois que j'ai eu la chance de m'exprimer sur la Formule 1, je disais que ça serait une bonne qualification. Ça, c'est facile parce que toutes les qualifications sont bonnes depuis un bon bout de temps en Formule 1. Puis en plus, un circuit comme Imola, un circuit de pilote, ça nous donne toujours droit à un bon spectacle. La course, par exemple, ça, c'est toujours en option. Je sais jamais à quoi s'attendre, mais là, ça a été un bon week-end de course dans l'ensemble. Je suis persuadé que tu es d'accord avec ça. Mais avant que tu répondes à ma question, si tu as aimé ton week-end de course, laisse-moi te rappeler que le F1 Podcast, c'est une présentation de Décœur Incorporé, des spécialistes dans le domaine de la conception d'escaliers, mais aussi la vente de matériel. Donc, si vous voulez un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant, faites affaire avec Décœur Incorporé. Puis d'autres qui sont des amis du F1 Podcast, puis il faut se tourner vers eux parce que c'est leur expérience qui fait en sorte qu'ils ressortent dans leur domaine. C'est La Belle Haie pour tout ce qui est arboriculture, la tonte de haies, couper les arbres, tout ça, donc n'importe quel défi que vous avez devant vous, que vous n'êtes pas équipé, vous voulez confier ça à des experts de plus de 20 ans d'expérience, ben faites affaire avec La Belle Haie. Ça aussi, vous pouvez communiquer avec le F1 Podcast, vous voulez plus d'informations, les coordonnées sont aussi disponibles sur notre page Facebook. Vous n'aurez pas de difficulté à trouver ça. Mais la façon la plus facile, c'est de m'envoyer un petit message, puis je vous mets en communication avec les bonnes personnes. Fait que Kevin, je disais, week-end à Imola, il n'y a jamais rien de sûr. Émilie-Romagne, on ne sait pas à quoi s'attendre. Le tracé, on l'aime bien. C'est des circuits classiques pour des gens Mhm. conservateurs comme nous, des puristes du sport. On aime toujours ça. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs et des bons souvenirs des circuits comme Mhm. ça, parce que malheureusement, il y a eu sa portion tragique dans l'histoire de Imola. Mais l'ensemble du week-end de course, comment tu as trouvé ça? L'ensemble du week-end était très bon, Martin. Moi, c'est un circuit que j'aime bien. C'est un circuit en dénivellation. C'est un circuit assez typique du paysage italien, assez montagneux. Hein. Donc, on a des belles courbes, des belles portions du circuit qui sont vraiment mythiques là, dans le calendrier de la Formule 1. Donc, j'étais très content. On a une belle séance de qualification. On a eu un beau Grand Prix. Puis, on va avoir du plaisir à décortiquer ça pour vous. Et si je te dis que c'est le dernier Grand Prix d'Imola qu'on va voir avant un bon bout, parce que ça risque d'être ça, là, il n'a pas été renouvelé, est-ce que tu es en paix avec ça de dire que c'est la dernière image de Imola qu'on va avoir eue pour un bon moment? Ouais, c'est sûr que
c'est dommage parce que c'est un beau circuit, c'est un circuit chargé d'histoire, comme tu as mentionné. Par contre, on fait face à une rude compétition partout sur la planète pour avoir un Grand Prix de Formule 1. Donc, moi, je suis en paix avec ça. C'est sûr qu'il y a des circuits qui valent la chance d'essayer. Il faut les essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est sûr que Imola, ça reste un classique dans l'histoire de la Formule 1, effectivement. On n'est jamais content, nous autres, de remplacer un classique pour un nouveau. Non, Et c'est ça. même si je l'ai déjà avoué par le passé, je pense qu'il y a des nouveaux Grands Prix qui deviennent rapidement des classiques, qui Mhm. commencent vraiment à se trouver une place dans le calendrier, sauf qu'il y en a d'autres, par exemple, que on pourrait peut-être se passer. Que l'étude, pour moi, l'étude a assez duré, puis Mhm. on devrait les rétrograder puis faire la place justement à des classiques comme Imola. Sauf que si le dernier souvenir qu'on a de là, c'est toujours de valeur que, admettons, on se rappellerait, dans quelques années, on parle de quand que les F1 allaient à Imola. Ce serait plate que les gens disent c'était plate, puis je suis content qu'on y ait pu. Là, avec un Grand Prix comme on vient de vivre, un week-end de course comme on vient de vivre, ça se peut qu'il y ait des gens qui disent comment ça qu'on ne retourne pas là? C'était le fun, on avait des bonnes courses. Tu sais. On Mhm. dirait que chaque circuit est toujours aussi bon que la dernière course, un peu comme à l'image des pilotes, est Mhm. toujours aussi bon que ta dernière course. On dirait que les circuits, c'est un peu ça. On garde toujours en mémoire la dernière épreuve qu'il y a eu là. Donc, si c'est la dernière, eh bien, je pense que Imola méritait une belle sortie, puis on en a eu toute une. Parlant de toute une sortie, ben là, c'est plutôt toute une entrée. Il y a deux lettres qui ont retenu l'attention tout au long du week-end. Ça a commencé pendant les essais libres. Je dirais deux lettres, c'est plutôt une lettre et un chiffre. Puis ça s'est poursuivi pendant les qualifications. C'est la lettre C et le chiffre 6. C6. Pour ceux qui ont pas la notion de dire c'est quoi ça, C6, eh bien c'est la fameuse gomme super tendre que Pirelli a amenée. C'est peut-être aussi un facteur pourquoi qu'on a eu un spectacle plus haut en couleur que ce qu'on s'attendait. C'est le fait qu'on avait une petite balle courbe, même si on le savait depuis le début de la saison, c'était mentionné que Pirelli apporterait cette gomme-là. Sauf que c'est venu créer de l'incertitude, c'est venu créer de l'inconnu. Puis normalement, c'est ce qui donne du spectacle en Formule 1. On a des écuries, des ingénieurs, on a des pilotes qui essayent de tout prévoir à la seconde près, au dixième de seconde près, ce qui va se dérouler lors d'un week-end. C'est ce qu'on essaie de faire. Puis malheureusement, des fois, on a la météo qui peut venir nous jouer des tours, heureusement pour les spectateurs, mais on a aussi des fois des balles courbes des organisateurs, des réglementations, des choses comme ça. Donc la C6, personne ne la connaissait, personne n'avait vraiment eu la chance de l'explorer. Est-ce que tu trouves que ça a joué un facteur dans le week-end? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais revoir ailleurs au cours d'une année? Oui, écoute, c'est sûr qu'avec seulement une seule édition, là, on peut pas se baser, on peut pas donner un avis là, sur. On dit, OK, c'est tranché, c'est fini, final, on se base que là-dessus. Non, faut aller sur un plus long, un temps plus long, si je peux dire. Plus long Faut échantillon, voir ouais. ça sur différents circuits. C'est ça, ouais, les plus longs échantillons, on voit ça sur différents types de circuits, on peut voir ça sur peut-être différents types de pistes. Là. On verra en temps et lieu. Mais j'ai été surpris en même temps de voir à quel point les pilotes ont été confrontés à la surchauffe ce samedi des gommes C6 qui étaient pas nécessairement facile à mettre dans la bonne fenêtre d'utilisation, si je peux dire. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment je pourrais dire ça? Je pourrais une autre aperçu. On peut avoir un autre aperçu là, sur une autre piste. Qu'est-ce que ça va donner? Puis on va avoir un avis clair, éventuellement, qu'est-ce qui va arriver avec cette gomme-là. Ben, une chose est sûre, c'est que c'est une option de plus pour générer du spectacle. Parce que on le sait, on va le voir Ouais. la semaine prochaine. On a rajouté l'option là maintenant qu'on peut forcer les voitures, les écuries à faire deux arrêts obligatoires. Donc ça va se passer du côté de Monaco. Maintenant, on a une autre option dans la poche aussi de dire on a juste à apporter des gommes beaucoup plus tendres que la saison d'avant. Et si on est capable de durer et de forcer les écuries à faire deux arrêts, à ne pas tomber dans une zone de confort, de protéger leur gomme, parce que là, ce que ça donne, c'est que non seulement les utilisent pour les qualifications, mais tu es obligé des fois d'empiéter sur ton allocation de médium. On l'a vu, certaines écuries ont fait ça. Puis là, à ce moment-là, Ouais. ben, ça vient empiéter un peu Mhm. sur ta course, parce que si tu roules en médium pendant tes qualifications, un peu à l'image des week-end sprints, ben, c'est sûr que ça t'en fait moins. Tu n'as pas de ces trains neufs-là pour la course. Donc, c'est Mhm. encore là, c'est des options de plus pour les stratèges, pour les écuries. Puis ben, ça donne plusieurs scénarios. Ça donne pas nécessairement juste un scénario clair vers la réussite. Ça donne des alternatives à ça. Puis normalement, ça peut être un facteur pour agrémenter le spectacle. Je pense que ça l'a été.
Je pense que ça va s'atténuer parce que, comme d'habitude, les écuries vont apprendre à apprivoiser ce pneu-là, puis on va trouver une façon de contourner pour pas que ça cause trop de maux de tête. Cette semaine, c'était la première fois, donc on le sait, là, on a fait des études, on a appris là-dessus. J'ai hâte de voir à quel point on va réussir à apprivoiser et à combien de reprises et surtout où Pirelli va décider de sortir cette carte frimée-là des gommes super tendres et faire en sorte que même les médiums, dans le fond, les médiums étaient les tendres tout au long du week-end. Vendredi, on s'est prononcé comme on le fait toujours. On s'est prononcé à l'aide de notre commanditaire Label Est, qui maintenant nous aide à faire des projections dans les qualifications, voir qui pourrait ne pas respecter la coupure ou qui, du moins, pourrait venir bouleverser la coupure se présentant en Q3. J'aime pas le mot dire dire des intrus parce que je pense que les écuries, si tu réussis à aller en Q3, c'est que tu as fait quelque chose de bien. Williams, on les Mhm. attendait, ils nous ont pas déçus. Es-tu content de la performance de Williams? On va en venir après ça à la pole position d'Oscar Piastri. Je vais juste régler ça en prime abord. C'est quand même un deuxième week-end de suite que Williams réussit à mettre ses deux pilotes en Q3 et à les placer dans un top 10. Oui, absolument. Carlos Sainz, Alex Albon, sixième, septième pour Williams, qui confirme la bonne forme de l'écurie de Grove en ce début de saison. Carlos Sainz, qui, mine de rien, devance Albon pour la quatrième fois consécutive. Donc, il commence à être de plus en plus à l'aise dans sa FW47. Et mine de rien, Martin, il devance également un certain Lewis Hamilton pour la quatrième fois consécutive. C'est un petit velours pour le pilote espagnol là, face à celui qui l'a remplacé au sein de la Scuderia Ferrari. Oui, puis j'imagine que ça cause pas juste des ennuis à Lewis Hamilton de voir Carlos Sainz devant lui. Il y a quelqu'un chez Ferrari. Comme dans ma conversation vendredi avec François Goulet, il y a du monde qui vont avoir des comptes à rendre aussi dans la Scuderia. Donc, les gens qui Mhm. ont décidé de dire, ah, on n'a peut-être pas besoin de renouveler Carlos Sainz, on peut peut-être y aller avec Lewis Hamilton. Mais à ce moment-là, toutes les fois que Carlos Sainz il place la voiture numéro 55 devant celle du numéro 44, ben, je suis certain qu'il y a des gens dans des corridors chez Ferrari qui se croisent, qui se lancent des regards en voulant dire, es-tu sûr de ce que tu me fais faire, toi, de pas Mhm. garder ce gars-là? Donc, c'est sûr que c'est plus de questions, c'est plus de pression. On le disait aussi, peut-être de la pression sur Frédéric Vasseur à Londres qui va avoir à répondre. Ça n'a pas été un week-end idéal pour Ferrari non plus, du moins dans la journée de samedi, lorsque tu te retrouves devant tes partisans et que tu vois tes deux voitures, tes deux pilotes se faire exclure de la Q3. Ça commence du mauvais pied, donc ça demande un gros dimanche pour récupérer là-dessus. Avant qu'on aille un peu plus loin, je sais que je t'ai lancé là, avec les Williams, parce que c'était quand même un retour sur vendredi que je voulais faire. Puis c'est consécutif. Là. Tu le disais 4 fois que Saints surqualifie Albon, même si c'était pas le meilleur début de saison. Il y avait une période pour s'acclimater à la nouvelle Mhm. voiture. Mais là, tout commence à rentrer en place, mais tout rentre en place en même temps pour l'écurie, qui commence vraiment à être identifié comme la cinquième meilleure écurie. C'est ce qu'on avait parlé lors du lancement 2025, quand Ouais. on avait regardé la pré-saison, puis toutes ces choses-là, on avait dit Williams pourrait probablement être la cinquième voiture du peloton. Aston Martin l'a été pendant longtemps un peu par défaut, mais on a délaissé cette position-là. Donc, il y a eu d'autres surprises là, dans les qualifications, on va en venir. Oscar Piastri qui s'en va chercher la pole, ça, c'est pas nécessairement une surprise, même si moi, j'attendais Verstappen. Je l'attendais pour la part Mhm. que c'est un circuit de pilote, c'est un endroit où ce que Verstappen fait bien. Normalement, un circuit classique, rapide dans les virages rapides, c'est ce qu'il aime, Verstappen. Faut être très confortable, avoir très confiance en ses moyens pour être capable de soutirer un bon tour. Il l'a quasiment fait. Ça a passé très, très près, là. On parle d'une différence de quoi? À peine, 34 c'est millième. 34 millièmes de Ouais. seconde, c'est ça. Ouais. Donc, il s'en est fallu plus Mhm. de peu. Très belle performance d'Oscar Piastri, encore une fois. On attendait Norris aussi. C'est un circuit que Norris, normalement, fait bien. Mhm. Mais Piastri a montré, encore une fois, qu'il est en plein contrôle de ses moyens. Puis en plus, il y a eu du trafic à la fin de son tour. Là. Je ne sais pas à quel point ça l'a déconcentré, mais c'est facile d'espérer ou de penser que s'il n'y avait pas eu toutes ces voitures-là sur son chemin à la fin de son tour, il aurait probablement fait mieux, Oscar Piastri. Ouais, c'est ça. On l'a vu dans les deux derniers, le Rivazza 1, Rivazza 2, et on a vu beaucoup de voitures. On s'est dit, peut-être que ça va nuire au tour de Piastri. Finalement, non. Donc, Piastri qui signe sa troisième pole position, égalise des pilotes qu'on connaît, Sergio Perez, Daniel Ricciardo et même un certain Jody Scheckter, un ancien champion du monde. Et c'est la 168e pole pour l'écurie McLaren, pour la petite statistique. Donc, comme tu l'as mentionné, Martin,
Qualification très serrée avec Verstappen, 34 millième, donc c'est rien, là, c'est un clin d'œil, là, comme on dit. Piastri, toujours dans le top 2 dans les 3% des qualifications, ça c'est à noter, donc très à l'aise déjà là. Et en plus, dans les séances d'essai libre, il était dans le top 2. Donc, il était en forme, l'ami Oscar Piastri, en fin de semaine. C'est un circuit, comme tu as dit, c'est un circuit de pilote, c'est un circuit où on est tout en rythme. Et c'est un circuit où c'est facile d'être débalancé rapidement et de gâcher son tour. Et tu parlais de Verstappen, mais Verstappen s'est très bien débrouillé avec sa Red Bull, la RB21, qui s'est améliorée au fil du week-end, notamment après le vendredi, où il était un petit peu plus en retrait. Donc, il semblait satisfait de l'évolution de la voiture. Plus la fin de semaine avançait, donc ça, tant mieux pour lui. Il s'est gardé aussi un train de pneus médium, contrairement à Russell et les Aston Martin. Ben ça, c'est ça. C'est là quand on dit qu'il y avait des alternatives de stratégie. Ouais. François avait souligné le point vendredi comme quoi probablement même une écurie pourrait peut-être aller chercher la pole sur les médiums. On savait pas à quoi s'attendre lorsqu'on sait que la super tendre, les tests ont été faits du côté de Pirelli, mais est-ce que c'est capable de subir les forces qu'une voiture génère sur les pneus pendant un tour complet, surtout un tour de qualification où on ménage absolument rien? Est-ce qu'on peut arriver notamment dans le secteur 3 et là, on va avoir utilisé trop de gomme et pas être capable de faire un secteur suffisamment compétitif pour être capable d'avoir une bonne moyenne autour. C'est ce qu'Aston Martin avait comme problème. Aston Martin, on voyait qu'on n'était pas capable de faire un bon tour nécessairement en ayant cette fameuse gomme C6-là. Donc, on n'a pas pris de temps, on n'a pas niaisé avec la C6. On s'est tout de suite doté de gomme médium sur la voiture Asphalt, la voiture de Alonso, et ça a été payant. On a atteint je suis certain qu'on a atteint la Q3 à cause de ça. Sinon, on n'aurait pas été là. Je pense pas qu'on avait la voiture. Oui, on a apporté des améliorations, probablement une voiture plus stable, une voiture qui répondait mieux, peut-être un peu de motivation aussi du vent frais pour euh, de redonner confiance un peu à l'écurie. Tout ça, j'imagine que ça a été positif. Mais on a quand même mis les médiums parce qu'on savait que normalement, ça marcherait pas en super tendre. Et Russell, un peu la même chose, a essayé quelque chose, a vu les Aston Martin avoir un certain succès. Est-ce que ça lui a permis d'être dans le top 3 à cause qu'on a fait ça, je le sais pas. Je pense que c'est vraiment Lando Norris qui a échappé. Normalement, aurait dû être dans le top 3, mais quand même, on va quand même dire mission accomplie du côté de Mercedes. On a essayé quelque chose, puis qui sait, on le dit depuis le début, on le sait pas. On n'a pas d'historique là-dessus, donc peut-être que ça aurait pu être le secret, l'arme fatale, puis donner une pole position directement à George Russell. On peut pas leur reprocher d'avoir essayé. Le reprocher d'avoir essayé. Donc, troisième dans la Mercedes avec les gommes médiums, devant, comme tu as mentionné, Lando Norris, qui semble avoir plus de difficultés cette saison en qualification comparativement, par exemple, à l'année passée. Norris n'arrive pas à aller chercher ce petit plus qui peut faire la différence par rapport à son coéquipier quand il le faut. Et ça a encore été le cas ce samedi. Donc, Norris qui se retrouve presque à 3 dixièmes de son coéquipier. Pour le moral, c'est pas évident. On s'entend, c'est la pression, c'est ton coéquipier ton voisin de garage, c'est ta référence, c'est ton compétiteur direct. Et là, quand on voit ce qui se passe avec Norris par rapport à Piastri, on va s'entendre que c'est pas évident pour le pilote britannique, surtout quand son coéquipier est dans la forme de sa vie en ce moment. Mais Norris, lui, il galère au cours des derniers Grands Prix. Mais t'as vu, Kevin, à la fin, là, c'était dur à dire qui allait avoir la pole position. Ça pouvait aller du côté de Verstappen, ça pouvait aller du côté de Piastri, du côté de Norris. Je te dirais qu'on avait de la suspense entre ces trois-là jusqu'au temps qu'on voit le dernier essai de Lando. C'était tout croche, mais pas, tu sais, ça sautait aux yeux là que c'était pas la voiture n'était pas aux bonnes places. On a vu un angle de caméra à un moment donné, je sais pas si tu as eu la chance de le voir là, où il sort et la voiture là, tu te demandes c'est qui conduit cette auto-là, cette auto orange là. Tu te demandes si c'est le même pilote qui était là depuis le début du week-end. Ça avait l'air d'un premier tour de reconnaissance sur un circuit que quelqu'un qui le connaît pas. Mais ça, c'est au pire moment de la journée. C'est au moment où ce Ouais. que la pole position est en jeu, où ce que tu joues probablement le championnat. Je sais que ça paraît, on le dit souvent ça, on se répète souvent, dire, oh, il joue peut-être le championnat, il joue peut-être le championnat. Mais c'est vrai, sur 24 Grands Prix, oui, c'est long. Sauf que c'est des petits moments clés comme ça à chaque week-end, en début de saison, qui vont probablement te coûter cher à la fin de l'année. Il l'a vu l'année dernière.
Lando des opportunités où ce qu'il n'a pas su la saisir. Puis finalement, ça l'a laissé le chemin à Max Verstappen de saisir ce championnat-là, ce quatrième en ligne la saison dernière. Donc, ça pourrait être la même situation cette année, sauf que là, tu as plus qu'un adversaire. Tu veux pas laisser des portes ouvertes. Tu arrives, dernière tentative, la pole est disponible, là. Elle est là, là. La Ouais, voiture peut le faire. Simple, tu as juste à mettre les bons secteurs ensemble, les bons virages ensemble, les bons morceaux ensemble, puis tu vas avoir une pole position. Finalement, le stress, faut croire que c'est ça, a pris le dessus, puis on a vu Lando Norris, là. Dès qu'il est sorti du virage de la chicane, j'ai entendu le commentateur dire, ah, il va-tu quand même être capable de faire une surprise puis se placer sur la première ligne? Je sais même pas s'il va être dans le top 3. Puis c'est ça qui est arrivé. Finalement, ouais, il est exclu du top 3. ouais, c'est ça. Donc, quatrième pour Norris, un qui a causé de belles surprises, on le disait. Si on a osé du côté de Mercedes mettre les médiums, ben Aston Martin, chapeau. Combien de Mhm. fois qu'on leur a reproché dans les dernières années, des fois des côtés stratégiques, on n'est pas là, ou on réagit trop tard. Là, je trouve qu'on a réagi, on a été très proactif de la part d'Aston Martin, de comprendre que si le chemin, ça passait par les médiums, quitte à compromettre notre journée de dimanche, mais au moins avoir une bonne place, surtout à un circuit où ce que le positionnement du samedi est tellement important pour la course du Mhm. dimanche. Donc, le compromis, je trouve que c'était pas un gros calcul à faire, là. Aussitôt que tu commences à y penser, puis que tu penses que c'est la seule façon que tu as d'assurer un bon positionnement en piste, mais tu y vas, puis tu y prends les médiums. Mais chapeau à Aston Martin de l'avoir pensé, puis chapeau à Fernando Alonso. Tout au long du week-end, tu voyais qu'il était en mission de marquer ses premiers points de la saison. Oui, absolument. Et Fernando Alonso avec une merveilleuse cinquième place pour le vétéran, c'est sa meilleure qualification de la saison. Des évolutions qui fonctionnent pour les Verts. Ça, c'est bon. C'est le fun à voir. Et enfin, on peut voir la lumière au bout du tunnel pour Aston Martin après cette performance et le bon vieux Fernando Alonso qui prouve qu'il a toujours la vitesse. Quand il a une monoplace descente entre les mains, en plus avec la gomme médium, la C5, on voit que c'est un pilote qui a toujours la hargne, qui a toujours le couteau entre les dents et qu'il faut jamais compter pour battu. Alonso, c'est un guerrier, c'est un compétiteur dans l'âme et on sait qu'à chaque fois qu'il est capable d'extraire le maximum possible d'une voiture, ben, il va le faire et on l'a vu encore une fois à Imola, ce qu'il a réussi à faire avec une belle cinquième place. Surtout sur un circuit comme ça. Sur un circuit comme Imola, on le dit, circuit de pilote. Pas surpris de voir un Alonso ressortir comme ça et capable de faire la différence. Il l'a bien fait. Euh, des pilotes qui ont fait la différence, une écurie qui fait la différence, on l'a nommé au début, c'est Williams, sixième, Saints, septième pour Albon. Ça Mhm. commence vraiment à être nos positions, hein, de plus en plus à chaque semaine qu'on a un Grand Prix, on voit quand on fait les qualifications qu'il y a toujours une Williams ou deux Williams maintenant qui se retrouvent à peu près là dans les résultats du samedi. Donc c'est toujours intéressant de voir une certaine constance s'installer. Du côté de Lance Stroll, huitième, encore là un résultat qu'on va prendre autant du côté du Canadien que du côté de l'écurie. Ça n'a pas été facile dans les dernières semaines. De temps Mhm. en temps, il réussit à saisir des opportunités. On l'a vu, c'est pour ça qu'il a marqué des points. Il est d'ailleurs le seul à avoir marqué des points pour Aston Martin depuis le début de la saison. Mais d'arriver sur un circuit comme ça, comme celui d'Imola, où ce que Stroll a tendance sur des circuits comme ça, comme Suzuka, des circuits qui demandent plus d'aptitude du pilote, ben à ce moment-là, des fois, il va s'éloigner dans les classements. Là. On va le voir plus vers le fond du classement. Donc, de le voir à Imola performer et avoir une huitième position, j'étais content pour lui. J'imagine que c'était pareil pour toi. Oui, effectivement, c'est bon de voir Lance Stroll arriver sur un circuit, comme tu as mentionné, Martin, un circuit plus classique, un circuit où le pilote peut faire la différence. Et là, on voit Stroll qui est pas largué. Et ça, c'est bon. C'est bon pour le moral du pilote canadien de réussir à se tenir près de son coéquipier. Donc, Stroll huitième, Alonso cinquième. Donc, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Et surtout pour Aston Martin, c'est bon de réussir à s'intégrer dans le top 10 parce qu'on avait du mal au cours des dernières épreuves lors des qualifications à atteindre la Q3. Et là, on a fait un pas en avant. Tant mieux. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rester coincé à l'arrière et se dire, on attend 2026. Oui, mais il y a quand même des opportunités. Il faut quand même réussir à aller chercher des points ici et là. Et là, même si on est dans la journée du samedi, ben c'est ça qu'il faut faire pareil. Parce que, comme tu l'as dit à Imola, le positionnement est hyper important parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver en course. Ça peut être une parade, tout simplement, mais on peut avoir de l'action aussi. Donc, si on se dit, bon, ben, on va prendre ça comme une parade, ben, si on est bien positionné, ben, tant mieux. On va réussir à aller chercher des points. Et dans ce cas-là, ben, bravo à Lance Stroll. Une belle huitième place. Un qui l'a compris que le positionnement est important, c'est Isaac Hadjar.
depuis le Mhm, début de sa carrière, trouve toujours un moyen de connaître des belles séances de qualification. Il commence tellement à attirer l'attention que, d'après moi, son agent va lui dire, essaie de repasser un peu sous le radar, là. J'ai l'impression que Red Bull te regarde un peu trop, puis on n'a peut-être pas envie que tu sois le prochain élu à aller souffrir dans une RB 21. Isaac Hadjar, depuis le début de la saison, là, écoute, des, des petits moments par-ci par-là qu'on peut oublier, puis qui nous fait facilement oublier, parce que des belles performances, il a surtout une constance qui s'installe. Donc, neuvième pour lui, j'étais content de le voir là. mhm. Effectivement, puis c'est, comme tu dis, c'est un circuit vraiment où il faut bâtir en confiance et tout. Et Adjar, mine de rien, bon, il a déjà roulé là en Formule 2 et tout, mais là, on est carrément à un autre niveau avec la Formule 1. Et Mhm. Adjar prouve qu'il est rapide d'entrée de jeu avec une Formule 1. Donc, il s'est mis tout de suite à l'avant-scène, si je peux dire, avec une Racing Bulls, et il est capable de jouer la Q3. On va se dire si la fenêtre de performance est bonne à bord de cette voiture-là, s'il est capable d'accéder à la Q3, il va le faire. Et ça, c'est tant mieux. Il prend le dessus, il prend l'ascendant sur son coéquipier Lawson. Et là, ce qu'on voit, c'est un pilote qui attire l'attention, comme tu as mentionné. Et ça, c'est flatteur pour le pilote. C'est sûr que on va se le dire, le deuxième baquet de la RB21, c'est un couteau à double tranchant. Par contre, c'est flatteur pour le jeune pilote et il est sur une bonne lancée. Donc, tant mieux. Bravo à Isaac Hadjar de nous offrir d'aussi belles performances. Je trouve qu'il démontre aussi, il donne une stabilité à Racing Bulls que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Peut-être Mhm, justement depuis le départ de Pierre Gasly, parce que même si Tsunoda connaissait des bons moments, des fois Yuki, il a des hauts puis t'as des bas, mais je trouve qu'Adjar, il fournit, si tu veux développer une voiture, tu as besoin d'un pilote comme ça. Un pilote qui te donne l'heure juste week-end après week-end, donc tu es capable de statuer à peu près tes où dans l'échelle de performance. mhm, Si tu as un pilote qui a constamment des gros hauts puis des gros bas, ben, des fois, tu sais jamais si ça a le rapport à ses performances à lui ou à la voiture. Adjar, tu lui donnes le mérite qui lui revient, puis avec raison, il le fait probablement, peut-être qu'il apporte la voiture à un autre niveau, sauf il le fait avec constance, donc Racing Bulls a le droit de croire et de regarder sur l'échelle de performance et croire qu'on a une belle voiture, qu'on a quelque chose de bon entre les mains et que ça vaut la peine non seulement de le développer, mais de continuer dans la même fenêtre de performance qu'on a déjà établie, de voir qu'il y a quelque chose entre les mains pour qu'on puisse continuer de donner des évolutions et qui sait, peut-être faire une meilleure compétition à Williams d'ici la fin de la saison. Pour l'instant, on a toujours un problème. On est à un pilote. Liam Lawson, pas de début de saison, pas de pré-saison chez Racing Bulls. Il doit s'acclimater à une nouvelle voiture. Je trouve ça quand même long. ouais. J'aurais pensé que ça serait acclimaté plus vite. J'aurais même pensé que dès la première course, on aurait revu les beaux côtés de Liam Lawson. Quoique peut-être que la confiance a été affectée plus qu'on pensait là, avec son court passage chez Red Bull. Pierre Gasly, avait été très bon dans les séances d'essais libres. On n'était pas fou, là. On s'attendait qu'il soit pas troisième comme dans la journée du vendredi. Sauf que j'ai trouvé qu'on a travaillé un peu plus fort que ce que je m'attendais, mais finalement quand même réussi à se positionner dixième avec sa Alpine. C'est un exploit en soi quand on sait que Alpine a des problèmes moteurs, mais c'est pas un circuit moteur, Imola. On est capable de s'en sortir avec un bon châssis, une bonne voiture qui est bien née, mis à part le groupe motopropulseur. On est capable de tirer des bonnes affaires. Et Gasly est un pilote aussi qui prend confiance sur un circuit comme ça. Donc, dixième pour lui, j'étais bien content. On peut pas dire la même chose des Ferrari. On en a parlé un petit peu, on a touché Oh. la situation. On arrive, première fois tu sais, on a déjà énormément de pression. On en a Mhm, parlé sur plusieurs sujets de Ferrari, que ce soit dans nos épisodes entre deux courses, nos retours sur les Grands Prix, préparation pour les Grands Prix avec votre guide. Ferrari est dans tous les sujets depuis le début de l'année. C'est difficile. C'est pas ce à quoi on s'attendait. Puis finalement, tu te présentes chez vous, les médias t'attendent, les partisans sont au rendez-vous aussi. Bien sûr, ils sont des supporters, mais ils sont aussi sévères dans leurs critiques. Tu arrives, tu te positionnes 11e avec Leclerc et 12e encore pour Hamilton. C'est un deuxième week-end consécutif que Lewis Hamilton, septuple champion du monde, est exclu, ne se présente pas en Q3, donc exclu en Q2. Deuxième fois aussi qu'il arrive à la 12e position. Tu le disais, quatrième fois derrière Carlos Sainz, qui était bien sûr le pilote qui l'a remplacé chez mhm. Ferrari. Donc, toute cette situation-là, là, on pourrait en parler pendant 20 minutes. Plus qu'on en rajoute, plus que ça fait une grosse boule. Puis c'est comme, boy, c'est pas facile. C'est pas des moments que tu veux vivre. Aussi, Lewis avait une statistique qui était pas très le fun. Ça faisait 23 fois
qu'il se faisait battre par un coéquipier en qualification sur les 30 Mhm. dernières séances. Et là, maintenant, c'est passé de 24 sur 30. Si je t'avais dit ça en 2021, que Lewis, on serait rendu en 2025, puis serait battre 24 fois sur 30 par son coéquipier, peu importe lequel, tu m'aurais pas cru. Non, c'est une déconfiture italienne, Martin, ce samedi, comme, comme tu l'as mentionné, là, Leclerc et Hamilton, en plus de Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, 13e sur Mercedes. Décidément, c'était pas une bonne journée pour les partisans italiens. Moi, Martin, quand j'ai vu les deux Ferrari ne pas être en mesure d'améliorer leur chrono, je me suis dit, oh pelaye, est-ce que la catastrophe va se produire? Ben oui. Ben oui, Ouais. c'est arrivé. Là, on a vu les deux Aston Martin. Si je ne me trompe pas, Albon a réussi à passer devant et Gasly aussi. Donc voilà, c'était fait. Donc vraiment la Gaspacho pour pour la Scuderia et le pauvre Antonelli devant les siens pour son premier Grand Prix en Formule 1 en terre italienne qui n'a pas pu atteindre la Q3. Donc pas une bonne journée pour lui. C'est dommage. On a énormément de pression, surtout à domicile. On veut bien faire, autant dans le clan de la Scuderia Ferrari que dans le cas d'Antonelli, parce qu'il est tout près il est né tout près du circuit d'Imola, Antonelli. Donc, on voulait bien performer, on voulait se donner une chance de faire plaisir à nos supporters. Malheureusement, dans la journée du samedi, ça a été assez compliqué, merci. Hamilton, le seul côté positif qui peut sortir de cette qualification-là, c'est qu'au moins Charles est juste une position en avant de lui, là. C'est vraiment la Ouais. seule chose qui pouvait se consoler avec, parce que sinon, en part de ça, il y a rien de très plaisant. Je me demande si on n'a pas changé quelque chose pour lui, hein, parce que on entendait Charles Leclerc se plaindre de son système de freinage. C'est quelque Mhm. chose que Lewis avait pointé depuis ses débuts chez Ferrari, comme quoi qu'il devait s'adapter aux freins, que c'était différent. Puis là, tout d'un coup, on arrive quelques week-ends plus tard dans la saison. Là, c'est Charles qui se plaint des freins. Est-ce qu'on a essayé de modifier quelque chose pour plaire à Lewis, pour essayer de le mettre en confiance, puis finalement, on est venu changer quelque chose qui plaisait à Charles? Ça reste à voir, là. Mais j'ai trouvé ça spécial d'entendre quand même Charles Leclerc se plaindre de la façon que sa voiture freinait. Donc, c'est pas nécessairement les freins, mais c'est tout le déploiement du système de Mhm. freinage qui lui causait des problèmes au cours du week-end. Tu le disais, oui, Antonelli, chez lui. Probablement son Grand Prix à domicile, c'est celui qui est le plus près de sa Mhm. maison. La bonne nouvelle, ou peut-être la mauvaise, c'est qu'il y en a deux Grands Prix en Italie. Sauf que la dernière fois qu'il est allé à Monza, on se rappelle ce qui est arrivé, ça a été une sortie de piste, une violente sortie de piste en Mhm. période d'essai. Il avait frappé la clôture à la Parabolica. Donc, est-ce que c'est plus motivant pour lui de dire, ben, il me reste une chance de me reprendre, ou on a ça à l'arrière de la tête? Disons que pour l'instant, là, ses passages en Italie dans une Formule 1, ça n'a pas été l'idéal pour le jeune Antonelli, que on peut pratiquement pas y trouver de défaut depuis le début de l'année. Donc, c'est peut-être la première petite tâche au dossier. Puis même là, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce que c'est une recrue à longue, ça fait partie de ça. Il va en avoir des moins bons week-ends. C'est juste que ça a été plus long pour Antonelli avant qu'il nous Mhm. en donne un, mais pour l'instant, euh, même dans les périodes d'essai libre, on voyait qu'il n'était pas en confiance. Et dans la qualification, ça s'est traduit aussi. Ensuite, Bortoleto. Il fait bien Bortoleto. On le sait, là, il est dans une Mhm. stack, attire moins l'attention que les autres recrues, mais il se place juste en arrière d'Antonelli avec justement une stack Sauber qui célèbre leur 600e week-end de Oui. course pour l'écurie Sauber, qui est quand même une très belle exploit. C'est malheureux, là, c'est la fin, ben, malheureux ou pas quand on voit les performances, sauf que c'est quand même une écurie qui a une grande histoire en F1 lorsqu'on réussit à accomplir 600 Grands Prix. Et ça sera la dernière saison, bien sûr, ils deviendront Audi la saison prochaine. Un qui a probablement raté son retour. Tu me diras si t'es pas d'accord avec l'énoncé. Mais Franco Colapinto, la pire chose qui Mhm. pouvait lui arriver, c'est un accident. C'est ça qu'il a fait. Ouais. Effectivement. Il a encore fait des scènes, le pauvre Franco, à la fin de la Q1. On décide de remplacer Doohan après Miami pour Franco Colapinto, mais il n'a pas laissé la meilleure impression, là. Une erreur à la chicane Tamburello, la roue avant gauche sur le gazon, ça part en vrai. C'est la direction du mur des pneus. Pas les débuts escomptés pour l'Argentin, qui avait aucunement besoin de ça. C'est sûr qu'on voulait pousser, on voulait se donner une place, on voulait s'assurer de passer en Q2 et tout, mais c'est une énième erreur en aussi peu de Grand Prix. Mhm. Et c'est là, je trouve que ça commence à être un peu plus frappant pour pas faire de mauvais jeu de mots avec accident et frappant, mais c'est dommage de voir que le pilote sait être rapide,
mais c'est un pilote qui se retrouve trop souvent dans le mur. Il se retrouve dans le mur plus souvent qu'autrement. Donc ça à faire très attention à Colapinto. Il a sa chance. Attention à ne pas la gaspiller. Il a fait du Franco Colapinto. Malheureusement, quand c'est rendu que c'est une expression de dire ça, faire du Franco Colapinto, puis que t'as même pas 15 Grands Prix d'expérience en Mm. F1, c'est que t'as une tendance qui s'est installée, puis malheureusement, t'as même pas été capable de te rendre plus loin que la Q1 avant de retourner à tes bonnes vieilles habitudes. Donc, c'était vraiment pas idéal. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un problème de jugement. C'est pas juste un problème de talent. Il est très rapide, on le voyait, les temps étaient corrects. La preuve, il sort de la Q1, mais il se sort de la Q2 parce Aussi. que Ouais. il fait un accident. Fait que t'avais même pas besoin d'aller aussi vite que ça. Peut-être qu'il le savait pas, là, il était sur la limite, le 15e. Sauf que tu prends des risques non calculés qui fait que tu aurais eu une belle opportunité de peut-être percer un top 10. Je sais pas, Gasly était dans le top Mm. 10. Ou du moins te tenir près de là, d'avoir au moins une chance de te prouver en Q2. Puis finalement, ben, tu t'en vas mettre ta voiture dans le mur, puis tu détruis tout ça dans ta deuxième tentative de Q1. C'était vraiment pas l'idéal. Donc, un week-end à oublier, sauf que ça commence à faire beaucoup dans le cas de Colapinto. Donc, les rumeurs, Perez chez Alpine, que je trouve que ça avait pas trop de bon sens, que je pense que c'est juste l'agent qui fait Mhm. couler des nouvelles pour mettre la pression sur Cadillac. Ben, ça se peut qu'à un moment donné, du côté d'Alpine, on se dit, ben, là, on a essayé du côté de Dwayne, on a essayé du côté de Colapinto. On a donné avec nos jeunes. On n'en a pas de relève, puis on va juste aller dans des bons vieux vétérans, puis on va refaire un duo d'anciens pilotes Red Bull avec Gasly et Perez. En tout cas, je sais pas, on dirait que j'y croyais pas, mais j'y crois plus depuis que j'ai vu Colapinto démolir sa voiture en Q1. Je vais être comme, ah, c'est bon, peut-être que là, Perez, sa valeur vient d'augmenter dans le livre de Flavio Briatore. Mhm. Liam Lawson, 16e, on l'a dit, il se cherche. Il se cherche et il se trouve pas, malheureusement. Après ça, Hülkenberg à 17e, c'est pas évident dans une stack. Il se fait battre par Bortoleto. On va donner le crédit à Bortoleto parce qu'on sait que Hülkenberg est quand même un adversaire redoutable le samedi. Mhm. Ensuite, Esteban Ocon, ça va pas bien. Ça va pas bien avec la voiture. Ça va pas bien. Il y a aussi le facteur drapeau rouge et toutes ces choses-là. Il reste pas beaucoup de temps. Je vais en venir rapidement, parce que le bloc, je me suis étiré un petit peu. Mais Yuki Tsunoda, déception de la journée sans aucun doute pour ma part. Je m'y attendais sur un circuit, justement, comme Imola, je l'avais dit. Le risque, si on contrôle pas bien ça, le jugement, même chose pour Colapinto. Yuki Tsunoda, c'est aussi un de ses défauts. Des fois, le jugement est pas très là. Tu as juste besoin de faire un temps, de le mettre sur le tableau. Je sais que ça peut paraître simple, là, mais c'est juste ça qu'il avait besoin de faire. T'es pas obligé d'ouvrir la machine puis de prendre des gros risques en Q1. T'es dans une Red Bull. Là, on le voit à quel point il est pas à l'aise. T'es obligé de surconduire la voiture, Mhm. surpiloter. Finalement, il arrive qu'il est allé tester tous les dispositifs de sécurité qui existent sur la clôture à Imola puis sur la Red Bull, la RB21, Ouais. parce qu'on a vu la voiture frapper la clôture. On a vu à quel point que la clôture fait bien son travail, que Mhm. l'arceau de sécurité protège. On a tout vu ça. Ça va probablement servir dans les livres, ça, pour montrer à quel point qu'on est rendu à la fine pointe de technologie dans la sécurité. Mais du point de vue feuille de route pour Yuki Tsunoda, c'est encore une tâche sur son dossier, là. C'était vraiment pas l'idéal, puis c'était vraiment pas le moment de faire ça. Le cascadeur, Martin. Oui, là, ben, c'est Le ça. C'était cascadeur. toute une cascade en fin de semaine. Tu Ouais, comprends pourquoi je l'appelle comme ça? Et exactement. puis le pire, c'est que je l'avais dit à François, je le voyais prendre des virages pendant les essais libres vendredi, puis je dis, ah, que ça a l'air dangereux. J'ai l'impression qu'il est à ça, tu me vois pas là, mais à pas Mhm. grand-chose de l'échapper, là. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai même pas eu besoin d'attendre en Q2 ou en Q3. Le lendemain, en Q1, c'était déjà fait. C'était fini. Puis tu sais, je pense que il restait quoi, encore 12 minutes à la Q1, puis lui, sa journée était déjà terminée. Déjà terminé d'entrée de jeu. Il a été chanceux de ne pas être blessé, Yuki. Ça a été un gros accident. Ouais, ça, c'est le positif. Au moins, il n'y a pas eu de blessure. Puis, il y a eu plus de débris matériels et financiers pour Red Bull que peut-être un peu l'orgueil de Tsunoda. Mhm. Bon, ben, c'est tout ce qu'on avait pour les séances de qualification. Maintenant, on peut tomber dans la super journée qu'on a eue dimanche, la course, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Eh bien oui, c'était du côté de l'Italie que s'amorçait le début de 3 week-ends consécutifs de courses, des courses en Europe. On se dirigera du côté de Monaco et de l'Espagne les prochains week-ends. Mais en fin de semaine, c'était le temps de d'attaquer le circuit d'Imola. On le dit depuis le début, un circuit pas facile, un circuit qui a eu la réputation de pas toujours livrer
des bons spectacles le dimanche. Ça n'a pas été le cas. Je trouve qu'on a eu un bon week-end de course dans l'ensemble. Dimanche, on a eu une course très stratégique, mais aussi des beaux dépassements, des belles bagarres. On pouvait pas, disons, se lever, aller faire d'autres choses, puis revenir en pensant que tout serait pareil dans notre écran. Il n'y a pas beaucoup de week-ends où on peut faire ça, sauf que ça laissait entrevoir on est toujours à un petit changement ou un petit revirement de situation qui aurait pu venir bousculer l'ordre des positions. Un qui aime lever son jeu d'un cran dans les grandes occasions. Puis je suis pas encore en train de vous dire c'est qui le pilote des cœurs de cette semaine, mais peut-être qu'il est ton choix, Kevin. C'est Max Verstappen. 400e Grand Prix dans l'histoire de Red Bull, 400e Grand Prix pour Christian Horner aussi. C'est une belle marque quand Mhm. même. Mais lorsqu'on célèbre des anniversaires comme ça, même si la voiture est pas blanche, puis on n'est pas en train de dire merci à Honda au Japon, peut-être qu'on a fait ça un peu plus de façon discrète, même si on avait un logo marqué 400e Grand Prix dans les garages de Red Bull. Mais Max Verstappen, lui, a saisi l'opportunité d'encore accomplir des grandes choses, a fait un dépassement, probablement le dépassement de la journée au Oh, premier virage, ouais. comme il se devait de le faire s'il voulait espérer battre les voitures orange papaye. Euh, que dire de plus de Max Verstappen pour ce week-end-là? Max Verstappen. Non, Ouais, mais c'est on à va peu y près tout aller. ce qu'il y a à dire, ouais. Ta, 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 ta. Mais on va y aller avec la 65e victoire déjà, hein, déjà Ouais. de Max Verstappen en Grand Prix, en plus d'une quatrième consécutive. Mais Et attends, voilà. attends une seconde, là. Je vais pas te mélanger dans tes statistiques. Mais est-ce Oui. qu'en fin de semaine, c'était la 65e de Verstappen ou la première de Franz Hermann? Oh, Monsieur Herman aussi, qui nous a fait toute une démonstration, hein, Ah, Monsieur j'étais Herman. trois. Ben oui, Oui, écoute, effectivement. j'en parlais avec François vendredi, Oui, tu sais à quel point il est passionné de toutes les séries automobiles, puis il disait, oui. il était encore vraiment, pour pas dire flabbergasté Mm. de ce que Verstappen a. Subjugué. Ouais, subjugué, exactement le beau terme français, beaucoup plus beau que flabbergasté. Mais tu voyais qu'il était encore subjugué de la performance de Verstappen en GT3. Donc, je voulais juste te faire un petit clin d'œil, là. Bien sûr que la Mm. 65e victoire va être comptabilisée au dossier de Max Verstappen et non de Franz Hermann. Ouais, et aussi le centième meilleur tour pour l'écurie Red Bull. Aussi, donc une belle façon de compléter le week-end. Verstappen. C'est-tu triste, pareil, qu'on donne plus de points au tour le plus rapide? Ouais. Tu sais, on en a Alors, pas parlé depuis le début de l'année, mais mhm. moi, je m'ennuie de ça. Puis à toutes les fois que je vois à la fin d'une épreuve, on fait, ah, le tour le plus rapide va à. Puis là, je porte attention à ça, parce que je fais comme, Mm. oui, je Et non, porte attention. Mais oui, c'est c'est ça. ça. C'est drôle. Tu prends l'information, puis après ça, tu la mets aux poubelles. Tu sais, tu la mets aux poubelles 2 secondes après, parce que tu fais comme, ouais, Mm. c'est lui qui a le tour le plus rapide. Ça donne rien. C'est, Ça donne plus rien. ouais, en tout cas. Fait que je trouve ça Mm. triste qu'on a enlevé ça, surtout pour une situation on a enlevé ça. On a corrigé un problème où il n'y en avait pas, là. Mais vas-y, Mm. continue. Je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Ouais, ben écoute, Verstappen, qui, comme tu as mentionné un petit peu plus tôt, Martin, qui a carrément, pour moi, à mon avis, personnel, Martin, il a gagné la course au freinage de Tamburello avec un dépassement autoritaire par l'extérieur sur Oscar Piastri. Vraiment un dépassement formidable de la part du Néerlandais. Il avait, il ne pouvait pas laisser la McLaren s'échapper. Et il a saisi l'opportunité dès les premiers moments de l'épreuve pour s'installer aux commandes. Et il a ensuite géré sa course d'une main de maître. Donc, sur ça, Verstappen, il avait il savait, l'impulsion du départ, il l'a dit, a pas été la meilleure. Parce qu'on a vu Russell, je trouve que Russell avait un meilleur élancement de sa position de départ. Par contre, il a été bloqué par Piastri et Verstappen s'est aligné vers l'extérieur. Et lorsque je l'ai vu, il a retardé au maximum pour après ça contourner Piastri. Vraiment, ça a été de toute beauté. C'est rare, je me lève de mon siège, mais là, je me suis levé de mon siège et j'ai claqué dans les mains. J'ai fait, oh, ça, c'était beau. Ça, c'était beau. C'était une très belle manœuvre. C'est du typique Max Verstappen. Ben, moi, j'avais dit, il freinera pas dans le virage 1. Mais de là à pas freiner comme ça, je pensais pas. Je pensais pas. Je sais pas s'il a Mm. utilisé. Je serais curieux de voir la télémétrie, mais on a l'impression il vient de lancer le message à tout le monde de dire, ah non, t'as pas besoin d'appliquer les freins rendus là. Ça tourne tout seul. En tout cas, euh, j'ai, admettons qu'on a fini de lancer les fleurs à Verstappen parce que le dépassement, puis tu sais, je veux pas dire que parce que c'est lui, à un moment donné, on se l'attend, puis on va arrêter d'être surpris parce que c'est tout le contraire. Il réussit toujours à trouver une façon de nous surprendre encore. Mais je vais aller de l'autre côté. Je vais aller du côté de la voiture orange papaye numéro 81, Oscar Piastri. J'ai entendu énormément tu sais, j'ai eu des discussions avec plein de monde, puis Oscar Piastri, il est arrivé. On le sait, il est en train de s'établir comme étant
Un très, très bon pilote. Il y a des gens qui commençaient déjà à lui donner le trophée de champion du monde. Ça, j'ai mes réserves là-dessus parce que je pensais encore que Verstappen est le favori. Le favori pour des situations comme on a vu aujourd'hui, le favori pour des situations lorsque ça va se corser, lorsqu'on va rentrer dans à la boxe, on appelle ça des rounds de championnat, mais on pourrait Mhm. quasiment dire ça en F1, là. Lorsqu'on va tomber dans la deuxième partie du calendrier, on pourrait appeler ça des grands prix de championnat. Les week-ends vont commencer à valoir le même nombre de points, mais on a l'impression qu'ils en valent plus parce que c'est plus déterminant dans le reste de la saison. C'est là qu'on va vraiment savoir si Piastri est prêt et Piastri est arrivé. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'on a eu un avant-goût qui nous montrait qu'il n'est pas arrivé encore. Puis c'est pas un aveu d'échec envers Oscar Piastri. Je suis pas en train de vous dire qu'il est pas talentueux, qu'il est pas bon, qu'il sera pas champion du monde. Tout le contraire. Je pense que il va l'être un jour. On s'est déjà prononcé là-dessus. Est-ce que c'est Mhm. lui qui va mettre fin au règne de Verstappen? Peut-être un jour il va réussir à l'accomplir. Est-ce que ça va être cette année? J'ai encore mes doutes. J'ai encore mes doutes pour ce que j'ai vu. Parce que tu arrives à Imola, tout le monde sait que Verstappen va vouloir te passer au premier virage parce qu'après ça, les chances, les possibilités de le faire vont diminuer de façon drastique. Tu vois George Russell dans ton rétroviseur, puis il me fait penser à un petit chien que tu commences à brandir une balle, puis il voit plus du tout ce qui se passe autour, là, ou il voit de la nourriture, puis il voit plus tout. Là, il a vu Russell dans son rétroviseur, puis il a complètement oublié qu'il y avait un quadruple champion du monde dans l'autre rétroviseur, que c'est pas parce que, tu sais, c'est pas marqué sur une F1, là, mais on le voit dans nos miroirs, ça dit les objets dans le rétroviseur sont plus près que Mhm. ce qu'il ne semble, là. Il a comme pensé que, ah, ben, il est plus loin, maintenant mon danger, c'est George. Verstappen est dans la section dans la ligne de course avec le plus de caoutchouc. C'est lui qui a le plus d'adhérence. Donc, un, tu lui concèdes la trajectoire de course. Deux, tu détournes ton attention sur lui. Puis trois, tu penses qu'il va pas essayer un freinage décalé comme il le fait si bien, un virage signature Verstappen pour venir à côté de toi et là, venir te bousculer. Moi, pour moi, là, peut-être que tu l'as vu différemment, mais moi, je trouve qu'il a carrément attrapé Oscar Piastri qui dormait. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et probablement que Piastri ne s'attendait pas à ce que Verstappen, et j'ai été surpris, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que Verstappen s'essaye aussi rapidement. Mais c'est ça Et là, l'erreur. c'est ça l'erreur, Ouais. exactement. C'est ça l'erreur. Et c'est là où est-ce que Piastri, dans sa première saison en lutte pour le championnat, va se rendre compte que Verstappen, c'est un autre niveau. Pour pas faire de jeu de mots avec des cœurs incorporés, mais c'est pour dire que faut que tu te battes intelligemment avec Verstappen parce que c'est un pilote extrêmement compétitif. C'est un pilote qui est extrêmement intelligent et c'est un pilote qui va saisir tout l'espace qu'il a pour réussir à te dépasser en piste. Qu'importe où est-ce que tu vas être sur le circuit, il va trouver une façon d'aller te dépasser. N'importe comment, on dirait que ce pilote-là a l'instinct du tueur et il va être capable de te surprendre à tout moment. C'est ce qu'il a fait à Piastri. Et à mon avis, il lui a scié les deux jambes dès ce moment-là. Puis, on a annoncé nos couleurs. Tu sais, je pourrais même aller Ouais. plus loin que Max Verstappen. Il a annoncé ses couleurs sur le virage 1 depuis qu'il a fait ses débuts en F1, là. Dans le Mhm. sens que il a jamais concédé rien depuis qu'il est là. Ouais. Donc, c'est sûr que il part deuxième. Il sait qu'il a failli avoir la pole la veille. Il sait que que c'est toi qui as la meilleure voiture. C'est certain qu'il t'essaie dans le virage 1. Il n'y avait pas rien de plus sûr. Il n'y avait pas plus de certitude au cours du week-end que Verstappen allait essayer Piastri dans le virage 1. Ça, c'était clair. Sauf que en plus, on a rajouté que Christian Horner s'est promené dans toutes les paddocks, OK? Depuis la Mhm. qualification de samedi, il s'est promené. J'ai écouté à peu près toutes les entrevues, à tous les journalistes, il a dit, ah, Max n'a rien à perdre. Ah, Max n'a rien à perdre, il va aller dans le virage 1, tête basse, puis on fonce. Ah, Max n'a rien à perdre. Ah, on n'a rien à perdre, nous autres. C'est juste ça qu'il répétait partout. Puis je me suis dit, ce qu'ils veulent faire, c'est une guerre psychologique. Verstappen Mhm. mentionnait aussi, j'ai rien à perdre, on va tout essayer, on va voir ce que ça peut nous emmener. C'est une guerre psychologique. On voulait rentrer dans la tête de McLaren et d'Oscar Piastri de dire, attention, on s'en vient au virage 1. Puis ça a fait l'effet contraire. À la place d'y mettre de la pression, tu sais, on dit souvent, on ne sait pas s'il y a du sang dans les veines. Piastri, tellement il est calme, tu sais, il y a rien qui le dérange. Mais là, on dirait que la pression, il ne l'a vraiment pas eu, mais il n'a même pas pris le message entre les lignes de dire, oui, OK, il essaie de te jouer une guerre psychologique, mais c'est pas une joke. Il va vraiment t'essayer dans le virage 1. Mais il s'est complètement laissé déconcentrer par George Russell, qui a identifié comme le possible danger. Pourtant, Russell ne pouvait pas sauter sa voiture par-dessus celle de Piastri, puis il n'était pas dans la trajectoire de course avec le plus d'adhérence. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été la première erreur là.
Est-ce qu'on a perdu la course chez McLaren à ce moment-là? Ça serait facile. Puis tout le monde va être unanime probablement de dire oui, on l'a perdu là. Sauf que moi, je pense qu'on l'a perdu à d'autres moments. Ça a été l'étape 1. Mais après ça, il y a eu une histoire de stratégie là, qui me laisse très perplexe. OK? Je ne sais pas si tu as porté de l'attention à ça, puis comment tu as trouvé ça, ce côté-là, mais vas-y, Kevin, la stratégie de McLaren, selon toi, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Parce que, en tout cas, moi, je vais te l'expliquer qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Vas-y, vas-y. Je regarde ça, OK? C'est comme si on comprend pas ce qu'on a entre les mains. On a la meilleure voiture, on veut pas Mhm. l'admettre ou on veut le dire du bout des lèvres. Puis même quand on est dans les bureaux ensemble, on veut pas se l'admettre parce que clairement, quand on fait les stratégies, on tient pas ça en compte. Autre chose. Toute la semaine, on a parlé de quoi? On a parlé que McLaren sont les meilleurs pour protéger les pneus. C'est juste ça Mhm. qu'on a dit. On a dit c'est une arme fatale. La FIA a donné un indice même à McLaren. D'un coup, McLaren n'est pas au courant qu'ils sont bons avec les pneus. Ils ont tout défait la voiture de Piastri au Grand Prix de Miami pour voir s'il n'y Ouais. avait pas quelque chose qui clochait. Mhm. Tout le monde dans les paddocks dit, ah, ils font quelque chose avec leur train arrière, avec les freins, il se passe quelque chose. Tout le monde parle des pneus. Mais McLaren se présente dans un week-end en ayant peur d'user ses pneus. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête au 14e tour avec un Ouais. écart de 1,4 secondes sur la tête. Puis on fait simplement 14 tours sur des gommes médium. On le sait, oui, c'est des gommes tendres, mais c'était des médiums pour le week-end, quand même. On fait simplement 14 tours, on ressort, puis on est à 31 secondes derrière Verstappen. Pourquoi qu'on a fait ça? Ben écoute, fallait réagir. Charles Leclerc, qui était neuvième, a arrêté. C'est- C'est c'est- vrai. mais c'est quoi le rapport? T'es deuxième, Ouais. tu te bats pour la tête, puis là, ah non, non, écoute, nous autres, le gars sur ses statistiques dit, il prend le téléphone rouge, là, le téléphone des appels importants, puis il appelle, puis il dit, ah, il va falloir penser à arrêter parce que le gars qui est en neuvième place, il vient de faire un arrêt au puits. Puis en passant, George Russell, qu'on vienne de voir la McLaren de Lando Norris le dépasser facilement, même s'il a eu besoin de travailler, mais on le voit que l'écart de performance est là. Lui Ouais. aussi vient d'arrêter. Ben, on va avoir peur. On n'aura pas juste peur de la Ferrari de Leclerc. On va avoir peur de la Mercedes de George Russell. Jusqu'à date, est-ce que tu trouves que ça fait du sens? Qu'est-ce que je t'explique? Écoute, je suis quand même assez étonné de voir ce- à, à quel point McLaren, comme tu as mentionné, on dirait qu'on a calqué notre stratégie par rapport, je suis peut-être dans le champ, mais on a calqué notre stratégie par rapport à Leclerc qui s'est arrêté, tu as dit qu'il était neuvième. Hein? Moi, je me suis, oui, OK, bon, je vais leur laisser le bénéfice du doute. Mais là, après ça, j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu comment ça se déroulait. Et je me suis dit, mais écoutons, McLaren veulent vraiment pas gagner ce Grand Prix-là. Ils se sont dit, bon, ben, on va la laisser à Verstappen. Celui-là, Verstappen semble dans son monde, Ben, c'est il ça. semble dans son élément. OK, on va lui laisser, pas trop, on va se rattraper une autre journée. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus de ça, euh, je tiens à avoir aussi la fameuse papaya rule, pas de consigne d'équipe, parce qu'on n'a pas demandé de changer les positions pour que Norris ait une chance d'attaquer Verstappen pour la victoire en fin d'épreuve aussi, alors que Piastri était sur des gommes usées. Donc là, je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir une chance de victoire de Norris d'aller chercher Verstappen? Non, on laisse Piastri devant. Celle-là, je l'ai pas tout à fait compris, mais je me suis dit, il y a peut-être une raison que j'ignore, mais pour l'instant, je te dirais que le week-end de McLaren à Imola, niveau stratégique, ça laisse à désirer. Ah oui, parce que, comme je l'ai dit, Leclerc est neuvième au 11e tour. Il décide qu'il Mhm. arrête. Après ça, George Russell, au 12e tour, il réplique. Tu sais, du côté de Mercedes, on a peut-être peur de Mhm. Ferrari. C'est correct, on est dans une autre. On n'est pas dans la même partie que McLaren. Donc, on réagit à ce que Ferrari a fait au 12e. Le tour tout de suite après, on arrête. Là, après ça, réaction à ça, au 14e, McLaren appelle Piastri au puits, puis le fait arrêter. Il était 1,4 secondes derrière Verstappen. Pourquoi tu C'était joues pas long. pas, pourquoi tu joues pas la partie de dire, OK, Max, roule en avant, on va rouler avec toi, puis on va voir qui va user ses pneus en premier. Écoute, Kevin, j'ai l'impression que je l'ai la réponse à cette question-là. On s'est pas rendu là, parce qu'ils nous ont pas laissé la chance, parce qu'on n'a même pas voulu tenter. Mais moi, d'après moi, la réponse à cette question-là, c'est que c'est Verstappen qui a usé ses pneus avant Piastri. Puis Ah, on n'a pas pu le voir parce qu'on a décidé d'arrêter au 14e. Admettons là, qu'on va faire à croire que tu n'es pas d'accord avec moi, Kevin, OK? mhm. Je ne veux pas faire une fausse chicane, mais mettons que Mhm. tu te dis, Martin, tu ne m'as pas convaincu encore avec tout ce que tu m'as présenté. Je te dire d'autres choses. Si tu penses que ta McLaren, c'est vraiment pas son point fort, ménager ses pneus,
puis t'es pas encore persuadé, là, après avoir arrêté au 14e tour pour ressortir 31 secondes en arrière du meneur, ben la même voiture, avec les mêmes pneus, Lando Norris a fait 29 tours avec. Hmm. C'est quand même assez incroyable et surtout à Le voir le double. travail que Piastri a dû refaire. Il a dû remonter Ben oui. ses adversaires. Au moins, il a été alerte, il a été agressif, il a été perspicace, il a été en pleine action, précis dans ses dépassements. Mais écoute, Martin, je suis d'accord avec toi. On a, on a perdu une victoire. On a perdu une victoire ici, même si Verstappen a vraiment réussi un super dépassement au départ, on a perdu une chance de victoire ici à Imola. On aurait pu creuser davantage l'écart, soit avec Piastri. Norris, j'en doute peut-être un peu, mais qui sont, on n'a pas on n'aura peut-être jamais la réponse. Mais on s'est fait avoir. Oui. On s'est fait avoir carrément. On a eu peur d'avoir peur. On a eu peur de notre ombre. C'est Ouais. carrément ça. T'en as pas. Tu sais, je comprends que t'essaies toujours de cibler c'est qui ton adversaire. Là, ton adversaire, c'est simple, là. Il est d'une voiture avec deux taureaux dessus. C'est lui qui t'a dépassé au départ. C'est lui le 4 fois champion du monde. C'est le gars que tu veux battre parce que ton autre adversaire dans le championnat, il y a une voiture orange comme la tienne. C'est Lando puis Oscar. Fait que ton adversaire, là, si McLaren ne comprend pas encore, écoutez le F1 podcast, on va vous dire, c'est Max Verstappen, votre adversaire. C'est pas Charles Leclerc, c'est certainement pas Lewis Hamilton, c'est pas George Russell, c'est pas Kimi Antonelli, c'est pas Fernando Alonso dans une voiture verte Aston Martin, c'est pas eux autres, là. C'est Max Verstappen. Il est en avant de toi. Fait que pourquoi tu regardes dans tes rétroviseurs puis tu checkes, ah, non, non, là, faut que je fasse attention. Le gars qui est neuvième dans sa Ferrari, il vient d'arrêter. Fait que nous autres, il faut arrêter aussi. Puis après ça, tu vois Lando faire 29 tours sur les mêmes pneus médiums. Fait que clairement, la voiture était capable de le prendre. Puis là, après ça, Mhm. oui, quelqu'un va m'écrire, ah, ben la voiture de sécurité. La voiture de sécurité, là, Oscar aurait dû être là avec Max pour arrêter sur la voiture de sécurité. Il n'y avait aucune raison. Verstappen sur une voiture qui est moins bonne sur les pneus. Il en a fait combien de tours, Max, avec ça? Il a arrêté le tour d'après 20. Il en a fait 30, lui. 30 tours sur ces médiums-là qui étaient des gommes tendres l'année d'avant à Imola, puis la semaine d'avant, en tout cas. On en a assez parlé, mais tu comprends où ce que je veux en venir. On l'a Mhm. complètement échappé. On a eu peur d'avoir peur. Ça a montré les faiblesses de McLaren que si d'ici la fin de l'année, on est dans une compétition serrée où on se fait mettre sous pression, j'ai très peur de voir comment on va réagir parce qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas réagi de la bonne façon. Du côté ben là, on le disait, le classement, c'est sûr que ça a fait on est satisfait. Du côté de McLaren, on dit, ah, deuxième, troisième, c'est beau, je sais pas ce qu'on veut dire de là, mais on aurait dû gagner ou on aurait dû au moins se battre pour la victoire. Finalement, on a décidé que deuxième, troisième, ça fait notre affaire. Après ça, quatrième, Hamilton. Remontée des Ferrari. Est-ce que Ferrari aurait pu venir faire vraiment peur au McLaren en fin d'épreuve? Là, vous allez voir, ah, ben, l'écart n'était pas si loin que ça. Il y a quand même 2 secondes. Ah, ouais, mais sans les voitures de sécurité. Puis encore Mhm. là, si tu mets les McLaren sur des bons pneus à la fin, Ferrari leur fera pas de danger. Puis tu peux même prendre le risque de reculer derrière les Ferrari, de venir avec des pneus moins usés puis de les repasser après. Tu été capable de le Ouais. faire. Tu as la meilleure voiture, faut que tu commences à comprendre ça. Donc, quatrième pour Hamilton. Ouais. Ça a été une belle remontée. Ça a été, on l'a dit, il s'est bien repris. Il partait de loin, beaucoup de pression. Bien sûr, il y a eu des circonstances de course qui ont bien fait. Je comprends pas d'ailleurs, on avait décidé de mettre Hamilton en gomme dure, puis de mettre Leclerc en gomme médium. Souvent, des fois, je salue ça de dire, ah, les deux font des stratégies différentes dans une écurie, Ouais. c'est bon, ça crée un spectacle. Sauf que là, on le voit Mhm. qu'on aurait dû les deux partir en gomme dure. Puis là, Ouais. ce que la Ferrari, en mode course, elle prend vraiment vie. C'est les temps, là, c'est l'envers de la médaille de ce qu'on a connu dans les dernières années. Avant, on était faible en qualification. On était bon en qualif puis faible en course. Maintenant, on est faible en qualification puis en course, on semble avoir quelque chose. Bon. Donc, Hamilton, quatrième. Je veux juste souligner, Kevin, parce qu'il y a une situation Mhm. qui est particulière, OK? Mhm. Hamilton termine quatrième. Cinquième, Albon. Félicitations à Ouais. Alex Albon et à Williams encore. Sixième pour Leclerc. En fin d'épreuve, il y a un dépassement qui est tenté de la part de Alex Albon. Ouais. La règle d'engagement dit que normalement, si tu es la personne qui dépasse, tu dois mettre ta voiture un peu plus à l'avant. Donc, tes rétroviseurs doivent devancer les rétroviseurs de ton Mhm. adversaire que tu veux Ouais. dépasser. C'était pas vraiment le cas, c'était très limite. On demande de redonner la position. Ben, on demande pas, chez Ferrari, on lit entre les lignes, on l'avait dit, on en a parlé dans l'entre-deux Mhm. courses, ça laisse place, il y a beaucoup d'ambiguïté, ça laisse place à interprétation. Finalement, du Ferrari, on pense qu'on fait la bonne décision, puis on redonne la position à Albon. Sauf que Albon retrouve sa cinquième, mais techniquement, il se battait pour la quatrième. Techniquement, ouais. Parce que Et à cause de ce coup-là, tu sais, c'est ça qui est bizarre, c'est que s'il est jugé illégal, ce coup-là,
Il y a quand même une Ferrari qui a volé la position à Albon dans tout ça, là. Effectivement. Et écoute, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour Albon parce qu'il a connu un super week-end. Il a connu Oui. une superbe course, une belle gestion. Écoute, Martin, la vitesse, le rythme de la Williams, Bon. c'est tellement rafraîchissant à voir. Moi, écoute, je la regardais aller, je voyais les dépassements on voit un petit peu plus du côté de Sainz que d'Albon, mais Albon avait quand même réussi quand même à faire de belles performances. Mais là, de se dire, Williams est dans le match pour se battre avec Ferrari et avec Mhm. Mercedes sur certains circuits. Ça, c'est intéressant. Ça prouve qu'on a bien développé notre voiture. On a fait des beaux progrès chez Williams. Bravo. Pour ce qui est de Ferrari, bonne gestion, notamment avec la voiture de sécurité dans le cas d'Hamilton, ça a été réussi. C'est une belle façon de redorer le blason après un samedi assez compliqué comme qu'on l'a mentionné. Leclerc, quant à lui, il a fait une belle remontée. J'étais content pour lui et tout, mais là, à un moment donné, malchanceux à cause des faits de course et tout. La lutte avec Albon, ça a joué dur. Frustré. Charles Leclerc, très frustré là, après l'épreuve. Il l'a mentionné, il était vraiment hors de lui. Puis on peut le comprendre aussi, là, avoir Ferrari aussi à la ramasse et tout. Au moins, on avait du rythme en course. Ça, c'était bien. Mais par contre, quand on connaît des samedis aussi compliqués que ça, on s'élance, on n'est même pas en Q3, on n'est même pas dans le top 5. Là. On est 11e, 12e. On s'aide pas, là. On n'aide pas notre cause. Et après ça, on se demande pourquoi on est aussi loin. Ben, on fait toujours du travail de rattrapage. C'est ça le problème. Ben, j'ai aimé les commentaires de Frédéric Vasseur. Tu sais, je comprends qu'on va le prendre comme une consolation, ça va nous enlever un peu de pression, sauf qu'à l'interne, je pense pas que ça a tout réglé les soucis Hmm. parce que Non. il disait si on avait bien réussi notre journée de samedi, imaginez le résultat du dimanche. Puis je pense que c'est la belle façon de voir ça. J'aime mieux cette attitude-là que l'attitude de McLaren qui célèbre sa deuxième, troisième position, puis qui semble pas vraiment avoir compris ce qu'on a fait de mal au cours du week-end. Tu Mhm. sais, Ferrari, j'ai trouvé que Frédéric Vasseur était beaucoup plus terre à terre dans ses commentaires. Puis ça veut pas dire non plus que chez McLaren, on comprend pas, on n'est pas obligé de tout partager dans les médias aussi, puis d'être autant transparent. Chacun a sa façon de faire, puis ça, je respecte ça. Mais tu le voyais dans les commentaires de Fred Vasseur, euh, c'était beaucoup plus à jour de la situation de dire, ouais, on s'est tellement planté vendredi puis samedi que là, on a bien fait dimanche, sauf qu'on est Ferrari, on doit bien faire sur 3 jours. Puis les résultats qu'on aurait eus, on serait probablement en train de célébrer un podium parce qu'on est à 1 point quelques secondes du podium, puis on est parti beaucoup plus loin. Oui, il y a eu les voitures de sécurité, il y a eu McLaren qui nous l'a fait facile aussi en prenant des stratégies douteuses, toutes ces choses-là, mais quand même, je comprends, j'aime la mentalité de Ferrari de dire on veut plus, puis on mérite plus, puis on veut se donner ces Mhm. possibilités-là de se battre avec les autres, pas juste se contenter de dire bravo, on a fait du rattrapage, puis on se donne des câlins, puis on s'en va à Monaco avec des sourires. On doit améliorer ça, on doit saisir qu'est-ce qui cloche lors des samedis. À part de ça, quand on regarde le reste du peloton, on s'est pas parlé. D'habitude, on prend les nominations ensemble, puis on élit un Mhm. pilote des cœurs. Un pilote qui a vraiment levé son niveau, son jeu, son niveau, un autre niveau aussi des cœurs, fabrique des escaliers pour des milliers de Québécois, donc ils sont reconnus là-dedans. Il donne un service humain et sur mesure. C'est pour ça qu'on nomme le pilote des cœurs, donc le pilote qui est allé à l'autre niveau. Je pense que j'ai envie de dire Max Verstappen. T'as-tu quelqu'un d'autre, toi, pour. Tu sais, parce qu'aller à l'autre niveau, on le sait, Verstappen, c'est pas mal ça. Il y a pas mal juste un niveau. Sinon, à part de ça, Alex Albon, on lui donne souvent. Il pourrait être le premier pilote à se voir Mhm. décerner le pilote des cœurs à 3 reprises. Sinon, on a Hadjar, on a Tsunoda, mais je te laisse quand même décider la nomination du pilote des cœurs pour cette semaine. Écoute, pour moi, il y a un pilote, je trouve qu'il a quand même bien fait. Il n'a pas terminé dans les points, mais je trouve une belle petite mention parce que il a figuré dans les points à un certain moment donné dans l'épreuve, Nico Hülkenberg. Oui. Il a réussi une belle course. Dommage que ça ne s'est pas traduit en points, mais qui sait, avec ce qu'il a réussi à démontrer au volant de sa Sauber, ça aurait pu, avec les faits de course, on s'entend avec des si, on s'en va à Paris, mais Hülkenberg a vraiment réussi à faire du beau travail lors de la course. Mais selon moi, avec ce qu'il a réussi à faire tout aujourd'hui, Max Verstappen, c'est le choix clair. Donc, on va. Pilote du jour, Max Verstappen. Mhm. Puis le pilote Decker qui a levé son niveau, parce que comme je l'ai dit, Verstappen, je trouve ça ambigu, lever son niveau d'un. Tu sais, on le connaît, ce niveau-là de Max, Ouais, il y en a c'est ça. simplement un. Donc,
Verstappen, pilote du jour pour ma part, puis j'y vais avec Nico Hülkenberg pour la nomination d'Aker, pilote qui a monté le niveau de son jeu pour le week-end. Donc, on le disait, Hamilton quatrième, Albon cinquième, Leclerc Mhm. sixième. Leclerc très malchanceux dans plein de situations. Mhm. Finalement, les pneus à la fin, on lui demande de redonner la position. Encore là, je suis pas certain que Ferrari a pris la bonne décision de redonner la position à Albon, mais encore là, on le dit, il y a tellement pas de ligne directrice et la FIA a tous les belles ordinateurs, le livre des règlements, les commissaires pour trancher, mais on décide de dire, on va faire un jeu le fun, on va laisser toutes ces belles décisions-là aux écuries et aux équipes. C'est comme on l'a déjà dit, c'est des arbitres au hockey qui décident de dire, à soir, m'a sorti mon sifflet, mais m'a juste te le dire après qu'il y ait eu un but, si t'étais offside ou pas, ou si t'étais hors-jeu ou pas, ou s'il y Mhm. avait un dégagement refusé. Donc, on est là, on a toute la technologie, c'est nous autres qui a le livre de règlement, mais on tranchera pas, on va juste te le dire après si tu as fait une erreur. Fait qu'en tout cas, C'est typique, typiquement FIA. c'est ça. Se délarguer, se délaisser de toute responsabilité. Mais c'est ça, ça cause des problèmes. Du côté de Ferrari, on a pris une décision, on pense que c'est la bonne. Moi, je suis pas convaincu, mais quand même, au bout du compte, Albon a été le grand perdant, comme je le disais. Il se battait pour Mhm. une quatrième position, finalement, se ramasse cinquième pareil, parce que c'est Lewis Hamilton qui a bénéficié de deux positions avec ces dépassements-là. Après ça, Hadjar, ben, on l'a dit, Russell, septième, c'était pas facile pour les Non. Mercedes. Le rythme Mhm. n'était pas là. Lorsqu'on a mis les gommes dures, ça n'a jamais répondu. Il y a aussi le fait qu'on avait pris le compromis d'utiliser un peu les médiums en qualification. Je Mhm. pense que ça a nuit au début de la course parce qu'on avait une gomme médium, mais c'était des gommes usées qu'on avait déjà utilisées pour la qualif. Donc, pas certain que ça a été si payant que ça. Dosé pour Mercedes. Pour Aston Martin, je trouve que c'est un autre scénario parce que si on prend pas les médiums le vendredi, si on prend pas les médiums dans la séance de qualification, on fait pas la Q3. Mhm. T'es d'accord Effectivement. avec moi? Ouais. Mais du côté de Mercedes, je suis pas convaincu qu'on était obligé de prendre des médiums. On a essayé quelque chose, on l'a dit, là, on changera pas d'idée, on a dit, on peut pas leur en vouloir d'avoir essayé quelque chose, sauf que si on fait l'expression anglophone, les corps arrière du lundi, là, dans le fond, une fois que tout est fait, c'est facile de dire ce qu'on aurait dû faire. Je pense que Mercedes aurait dû garder ses trains de médium, faire comme les autres écuries de devant du peloton et se garder un train pour la course. Saints, huitième, neuvième, Adjar, bien fait encore, fini dans les points. Tsunoda, dixième. Qu'est-ce qu'on donne à Tsunoda pour ça? Est-ce que c'est un bon week-end à cause que tu finis dixième ou c'est un mauvais week-end parce qu'on n'a pas oublié ton accident du samedi? On va lui donner un Red Bull sans sucre. Non, mais je dirais que, écoute, Martin, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal dans les choses. Je dirais que c'est un baume pour ces mécanos, pour tout le Mhm. travail qu'ils ont fait. Au moins, il a réussi à aller rechercher un petit point. Mais écoute, pas trop souvent. Pas trop Non, souvent non. parce que d'un, ça coûte cher avec le budget plafonné et tout. De deux, pour le travail des mécaniciens qui se sont démenés pas à peu près pour remettre la voiture sur les quatre roues. Euh, va falloir faire attention à Yuki parce que ça commence à être délicat, là. C'est sûr que je crois personnellement qu'il va peut-être finir la saison chez Red Bull. Quoique on est jamais à l'abri chez Red Bull. Ouais. Il y a toujours une petite décision qui peut survenir à gauche, à droite. Ah, ben, disons, Isaac Hadjar fait bien. On va peut-être essayer de le titulariser, tu sais. Mais je pense que Tsunoda va terminer la saison, du moins. C'est mon avis. Mais faut qu'il se calme. Faut qu'il se calme. Faut qu'il arrête de prendre des décisions, comme on a dit, trop, trop à la hâte, comme ça, d'attaquer comme ça en Q1. C'est incroyable et tout. Au moins, il réussit à aller chercher un petit point pour son écurie C'est mieux comprendre les situations pour Tsunoda. Puis, aussi. en plus, tu sais, on se dit, OK, il a marqué un point, mais ton coéquipier vient de finir premier. Hmm. Euh, je peux te dire, ceux qui espèrent que Tsunoda continue comme il est en ce moment, c'est les McLaren. Parce qu'on se dit, on est assez mêlés déjà à se battre avec une Red Bull. S'il faut qu'il y en ait deux Hmm. dans l'équation, là, j'imagine qu'on va être, ça va venir bouleverser toutes nos idées de stratégie, là, parce qu'on a déjà les mains pleines avec simplement une voiture. Imaginez s'il y en avait deux. Alonso, 11e, c'est une belle Hmm. performance en soi. Je suis déçu pour lui parce que c'est à la Ouais. porte des points. Il méritait de. S'il y a un week-end où il méritait de marquer ses premiers points, c'est bien là. Il a tout Ouais. fait. Il a tout fait pour être capable de les marquer. Il a dit, je suis le pilote le plus malchanceux. Je sais pas si tu as entendu son message Ouais, ouais. à la radio. Euh, Écoute, j'ai entendu des commentateurs dire, ah, ça, c'est du bon vieux Fernando Alonso qui se décourage. Moi, j'ai trouvé que c'était différent. J'ai trouvé que c'était pour la première fois, j'ai trouvé qu'il faisait pitié. Fernando Alonso, normalement, il est plus, pas acerbe, mais il est plus à pic dans ses commentaires, puis il va dire c'est ça, on a fait ci, on a fait ça. Mais là, tu voyais qu'il était juste comme, ah, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je Il, fasse?
J'ai tout Il y a fait. beaucoup, Tu sais, il y a c'est beaucoup ça. d'ironie. Il y a beaucoup d'ironie avec Mhm. Alonso dans ses messages. Souvent, c'est très sarcastique. Ouais. Il lance des petites pointes ici et là. Mais là, je te dirais, Martin, c'est mon avis. J'ai trouvé ça crève-cœur. C'est ça, c'est ça. J'ai J'ai le trouvé même ça sentiment. crève-cœur. Ouais. Ouais. J'ai le même sentiment. Des fois, je trouve ça drôle, ces commentaires, quand il est acerbe, comme tu dis, il y a du sarcasme. Là, j'ai juste fait comme, ah, ça me brise le cœur de voir que, il a tellement bien fait au cours de la fin de semaine. C'est vrai qu'il méritait mieux que ça. Tu sais, Mhm. c'est rare qu'on l'entend, ce que je veux dire. Il joue pas les victimes, normalement, Fernando Alonso. Mhm. Normalement, il va pointer du doigt ou il va être très objectif dans ses commentaires de dire, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause, tu sais, il va pointer exactement où ce qui s'est trompé un peu. Il va faire une rétrospection, un peu comme McLaren devrait faire présentement, de se dire, non, non, on s'est échappé là, on l'a fait ci, on a fait ça, voir c'est dire ces quatre vérités. Mais là, Alonso, t'es juste comme, ah, tu sais, je suis juste malchanceux. Puis, Ouais, ouais, j'ai trouvé ça triste effectivement. pour lui. 12e pour Hülkenberg, on a dit le bienfait pilote des Mhm. cœurs de la semaine, Nico Hülkenberg, 12e dans une stack qui a Mhm. vraiment soutiré le meilleur de sa voiture. Pierre Gasly, dommage, vraiment dommage. Le plus déçu de ça au Québec, ça doit être François Goulet, notre collègue collaborateur au F1 Podcast, qui a une gageure sur le nom de Pierre Gasly contre un affrontement contre Esteban Ocon. Donc, c'était une belle possibilité pour le pilote français de marquer des points. Puis finalement, comment t'as trouvé ça, toi? Erreur de pilotage, a été trop téméraire, a pas dû laisser sa voiture là? Ou tu penses que les torts reviennent à son adversaire, qui était Leclerc? En de mémoire, c'est Leclerc hein, Ouais. qui a fait prendre un autre, un bain de sable à un deuxième pilote dans la journée. Ouais, ben, Gasly, peut-être que Gasly aurait dû, je sais pas s'il aurait dû décélérer ou prendre son virage autrement, mais à Piratella, c'est un virage qui est assez rapide aussi en haut de la côte. Et la façon où il était positionné, c'était difficile, mais je me suis dit, est-ce qu'il va être capable de la ramener finalement? Non, il a amené trop de vitesse et il était Hum. pas dans la trajectoire. Donc, il est parti dans le bac à gravier. Belle excursion hors piste. Au moins, il est pas parti en toupie et ramassé d'autres voitures. Ça, c'est c'est déjà très bon. Donc, il a réussi à bien contrôler sa voiture. Donc, bravo à Gasly pour cette maîtrise-là. Mais quand même, c'est dommage parce il y avait des opportunités de points en fin de semaine et malheureusement, ben, il repart pas de Ouais, malgré tout ça, il termine quand même 13e. Fait qu'on Mhm. voit que tu sais, le potentiel de la voiture était quand même là. Il aurait sans aucun doute marqué des points. S'il n'avait pas pris cette décision-là, autant que je trouvais ça serré pour Albon contre Leclerc, je trouvais que c'était pas serré, Gasly contre Charles. Mhm. Tu sais, Pierre avait pas besoin de prendre. Encore là, pour le spectacle, pour nous à la maison, on veut les pilotes qui prennent des risques, qui regardent pas la couleur des voitures, puis qui se disent, moi, je veux gagner mes positions, je veux défendre mes positions. Sauf que je pense pas que, avec le recul, Pierre avait besoin de prendre autant de risques contre une Ferrari. Mhm. Ensuite, Liam Lawson, 14e. Ouais, c'est ça. On le voit même pas, Liam Lawson à la TV. Il se Non. passe, c'est ça. Il est même pas dans l'image. 15e pour Stroll, ça n'a pas bien été pour Land. J'aurais aimé ça qu'on saisisse plus l'opportunité sur les points. C'est sûr que, le point de vue stratégie, je l'ai dit, on était vulnérable avec ce qu'on avait tenté au cours de la journée de samedi. Ça n'a pas fonctionné pour Fernando Alonso, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour Lance Stroll aussi, sauf que on va prendre la même phrase qu'on a dit pour Mercedes, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir essayé du côté d'Aston Martin. Et Mhm. même malgré tout ça, il y a quand même du positif à tirer. Tu sais, on est tellement habitué d'être dans le négatif depuis le début de la saison, même je dirais depuis la saison dernière, même dire Ouais. depuis la fin de 2023. Ça va si loin que ça dans le cas d'Aston Martin que un week-end comme ça où ce qu'on termine 11e et 14 et 15e, il y a quand même du positif à prendre. 16e pour Franco Colapinto, ben, c'est quoi qu'on va dire? Ce qui est positif, c'est que la voiture restait en un morceau pendant la course. Mais C'est ce que je me disais. c'est à peu près juste ça pour mon cher Franco Colapinto. 17e pour Berman. Je me Ouais. sens mal. Ça en a un autre qui méritait mieux au cours du week-end. Mhm. Le drapeau rouge de... Je me rappelle pas si c'est le drapeau rouge de Yuki Tsunoda ou de Franco Colapinto, mais qui a empêché Berman de passer. euh, Colapinto, ouais. Ouais, c'est celui de Colapinto. C'est ça que finalement, ça avait fait passer Bortoleto en Q2. C'est ça, on l'a pas dit, mais Mhm. Bortoleto en Q2 dans la qualification, c'était quand même un accomplissement. Mais est-ce qu'il aurait vraiment dû être là? Berman n'avait pas vu le drapeau rouge, on a effacé son temps. C'est vraiment Berman qui méritait d'être là. Mais ça, comme toute défaite le week-end, euh, encore là, ce qui est positif pour lui, c'est qu'il prend de l'expérience, continue d'apprendre Mhm. avec les meilleurs. Mais ça va bien pour lui quand même depuis le début de la saison. 17e, Bortoleto 18e. Antonelli n'a pas complété la course. Un week-end d'horreur chez lui pour l'Italien. Ouais. C'était hors de son contrôle, là, la voiture.
j'ai pas éclairci c'était quoi le problème mécanique, là. Est-ce que tu le sais, toi, ou pas encore du côté de Anthony, Euh, ce qui est arrivé? Malheureusement, j'ai pas vu ce qu'il en était pour le C'est correct, moment. moi non plus, mais tu sais, on va l'avoir au cours de la semaine, c'est sûr, le problème, c'était quoi, là? Qu'est-ce qu'il y avait de relié à ça? Puis Esteban Ocon, ben, encore une fois, les voitures avec des moteurs Ferrari semblent avoir des problèmes. C'est pas le cas pour Antonelli, mais depuis quelques semaines, là, c'était pas la première fois qu'on voyait une voiture motorisée Ferrari s'arrêter sur le côté de la piste. Ocon aussi, j'ai pas pris exactement ce qui s'est passé, mais c'était décidément un problème mécanique. Là, on lui a demandé de ranger la voiture là. Ouais. Donc, c'est ce qui a fait les voitures de sécurité, tout ça au grand désarroi de certains pilotes et de certains stratèges qui avaient quelque chose d'autre dans leur planification que des voitures de sécurité qui est venu pas mal bouleverser l'épreuve vers la fin de la course. À part de ça, Kevin, c'est pas mal ce qui complète notre week-end de course. Il y avait énormément de contenu à tout démystifier ça. Il y avait énormément des opinions, des jugements à porter sur qu'est-ce qu'on avait fait euh, sur certains murs des puits, là, certaines décisions douteuses qui avaient été prises. Je pense qu'on a fait un bon résumé de tout Mhm. ça. En terminant, pilote du jour, ça a été mentionné, pilote des cœurs, dépassement de la journée. J'aimerais ça quand même souligner Max sur Oscar, on le dit, mais c'est pas mal dur à battre. Il y a quand même eu Lando sur George. Ça a été Oui. beau, ça aussi. Ça a été bien travaillé, bien préparé. Et ensuite, Lando sur Oscar Piastri. J'ai trouvé ça très beau. Ils ont vraiment failli se toucher. Ici, ils ne Ouais, se sont pas touchés même. ça a été proche. J'ai eu un petit sursaut. Je me suis dit, et si jamais fallait que ça arrive, Oui, si jamais fallait que ça arrive, ça aurait été assez incroyable, cette situation-là. Et on se serait dit, ben finalement, ça arrive. Tu sais, ça arrive, oui. c'est ça. On joue avec le C'est, feu, puis on joue avec le feu, on finit par se brûler. C'est c'est ça. ça, exactement. J'ai vu la réaction de Zach Brown après, puis je pense qu'il était content que c'était fini. Tu sais, OK, il l'a dépassé, c'est réglé pour la course, puis je pense qu'il avait l'air content que c'était fini. En terminant, Kevin, je te remercie comme d'habitude d'avoir été là Mhm. pour nous aider à tout démystifier ce week-end de course-là. On se donne déjà rendez-vous le week-end prochain pour Monaco en espérant que le spectacle du dimanche, samedi, ça va être au rendez-vous, en espérant que le dimanche va être à l'image d'Imola, puis va nous donner quelque chose de bon. Donc, merci beaucoup, Kevin. Bonne semaine. Ben, au plaisir, Martin. Et petite statistique, pour les passionnés, Max Verstappen possède le même nombre de podiums avec la même écurie, donc Red Bull, qu'un certain Michael Schumacher avec Ferrari, donc 116 podiums, et Red Bull devance Ferrari avec le plus grand nombre de victoires dans le 21e siècle, 124 à 123. Puis en plus, on a fait ça à Imola devant leurs partisans. Ouais, Ouf, pas facile, pas facile. Je pensais qu'on avait fini sur une note positive pour les fans Ferrari, mais là, tu viens de tout rebouleverser ça jusqu'à la semaine prochaine. Merci encore une fois, Kevin. Puis je suis certain que les fans Ferrari vont penser à toi cette semaine. ah, mamma mia. Merci Martin, salut bien. Salut. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 19 mai. Notre prochain rendez-vous sera vendredi en marge des séances d'essais libres du Grand Prix de Monaco. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.